Gens de la radio, gens de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desesquers et je serai votre guide pour le programme Amos vous raconte son histoire. Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles puis montez le son. Bienvenue à tous et à toutes à la maison, en balado, à vélo, à pied. On est bien content de vous voir aujourd'hui. Alors, nous allons faire aujourd'hui une incursion bien avant la colonisation chez un peuple qui possède des racines d'une profondeur ancestrale, soit les Abitibi-Winnik. La scène tirée d'Amos vous raconte son histoire, la rencontre des peuples, aborde en effet non seulement la rencontre entre les colonisateurs blancs du début du 20e siècle en Abitibi, mais également la présence du peuple autochtone sur le territoire depuis 4000 ans. Toujours avec moi pour co-animer ces très instructives émissions, Véronique Filion, scénariste, conceptrice. Véronique, tu es l'auteur du circuit Amos vous raconte son histoire, croyez-le ou non, et également du circuit Val d'Or vous raconte son histoire qui, justement, fait place à des scènes pertinentes et sensibles sur la réalité autochtone de l'époque. Bonjour! Bonjour, oui, moi, un sujet qui m'intéresse de façon passionnée et oui, Bruno, très contente de co-animer avec toi. Bruno, tu as travaillé lors du festival H2O sur un spectacle théâtral qui était une espèce de virée en Rabasca où on était transporté dans un campement des Abitibi-Winnik. C'était la communauté de Picogan qui interprétait les personnages puis qui nous expliquait un peu le mode de vie de l'époque. Et ils avaient vraiment réussi à recréer un campement. Alors, c'était déjà à l'époque un beau projet entre nos deux communautés, mais je crois que tu en avais fait un autre. Oui, bien ça, on avait fait ça avec, entre autres, France Mowat et Roger Wild, qu'on avait travaillé là-dessus. Mais j'ai eu la chance de réaliser les cérémonies d'ouverture des Jeux du Québec en 2005. Et là, il y avait eu un spectacle d'ouverture mémorable, spectaculaire, fantastique sur... dans le fond, il y avait une partie qui était sur la rencontre des peuples, justement, des Turcottes puis des Abitibi-Winnik, mais également une danse traditionnelle là, qui avait duré un 15-20 minutes. Ça avait fait beaucoup jaser. On était très heureux de pouvoir donner la scène à ce moment-là. Faut les voir danser, c'est magnifique. Et lors du 100e d'Amos, il y avait eu un beau spectacle sur le bord de la rivière, puis on était dans les loges avec les danseurs. Et c'est là que j'ai connu des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. Alors, il y a eu et il va y avoir encore plein d'initiatives où nos communautés vont se rencontrer de façon artistique. Et aujourd'hui, avec nous, un homme qui en impose par son âge vénérable et sa barbe blanche. Il a été chef de bande pour la Première Nation Abitibi-Winnik de 1999 à 2003. Il se considère maintenant comme un simple citoyen de Picogan, membre de la communauté Abitibi-Winnik qui tient à sa culture et au partage de celle-ci. Il est également un ami et un collaborateur dans Amos vous raconte son histoire depuis 2018, Monsieur Édouard Kistabiche, Mino Pichauk. Pichouk? Mino Bijag. Bijag. Hey, je ne l'ai pas tout. Merci. Mais bienvenue, Édouard. Ça merci. Bonjour, merci. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui. Est-ce que tu permets qu'on se tutoie durant l'émission? Moi, ça ne me dérange pas. Le vouvoiement, ça ne me fait pas. J'ai jamais vouvoyé un de mes profs. Bon. Puis, je me suis fait gronder aussi. Oui. En fait, ça va nous faire plaisir de te tutoyer parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est rencontrés, justement en 2005. Tu es le conjoint de Molly Kistabiche qui s'est impliqué dans la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec. Puis, très content que tu as accepté de venir nous voir aujourd'hui. Moi aussi, j'aime ça partager c'est parce que dans l'histoire, on n'est jamais consulté ou bien inclus dans l'histoire, ou bien on lit les mauvais. Oui. Ou c'est juste un petit bout après. Après ça, un virgule, après ça... Oui, c'est bon, on en a parlé. Là, c'est assez. C'est ça. Ouais. Bien là, on consacre toute l'émission
sur la scène d'Amos vous raconte son histoire. Puis j'espère que ça va être, comme dirait Véronique, une des premières fois de plusieurs fois où on va pouvoir en apprendre davantage sur votre Et communauté. particulièrement sur les Abitibi-Winnick, parce que c'est vraiment la communauté qu'on parle dans Amos vous raconte. Fait que, puis on va revenir plus tard sur les différents noms, parce que des fois, on ne connaît pas, ce mot-là, Abitibi-Winnick. On va utiliser Algonquin ou Anishinaabe. Fait que ça va nous aider, Édouard, à départager toutes ces appellations-là aussi. Abitibi-Winnick, on nous appelle Abitibi-Winnick parce qu'on vient du lac Abitibi. On est des gens de l'Abitibi. C'est ça que ça veut dire Abitibi-Winnick. Et vous faites partie de la grande famille des Algonquins. Des Algonquins, oui. Parfait. Oui. On revient tout à l'heure. Oui. En attendant, j'aimerais remercier les partenaires qui contribuent à la réalisation de ce podcast sur les histoires d'Amos vous raconte son histoire. Merci. Et je vous invite tout le monde à la maison qui nous écoute à aimer et partager nos émissions. De cette façon-là, on se retrouve à être plus vu partout sur le web. C'est bon pour le podcast, puis ça fait découvrir le contenu qu'on vous présente semaine après semaine. Donc, sinon, si vous n'avez pas réussi à aimer, au moins abonnez-vous à notre page Facebook. Et sinon, tous nos épisodes sont disponibles sur amosvouraconte.com. Tu vois, mon gars, ces petites pattes-là, là, c'est des traces de lièvre. Ceux-là, là, c'est des traces de renard. Ceux-là... C'est quoi cet animal-là? Là, mon gars, il était vraiment comme ça dans le milieu de la rue, puis là, il y avait personne, puis ici, il était pas capable de s'organiser. C'était vraiment très drôle. Hein? Vraiment drôle. Excusez, patron! Oui. C'est parce que l'employé que vous venez d'engager, il fait pas vraiment à tous vos clients. C'est parce qu'on a des machines qui font 100 copies minute, capitaine. C'est monsieur, capitaine! En tout cas, lui, au moins, il travaille. C'est pas comme d'autres. C'est parce que je t'en pose, moi, là? Let's go, madame. Rendement! Let's go! Pour tous vos besoins en impression. Imprimerie Aricana. J'aimerais vous présenter un petit peu le contexte historique de l'histoire un peu des premiers peuples, mais ça, tout début, on repart à la Nouvelle-France. Alors, ce qu'on va vous lire, c'est vraiment extrait de ce magnifique livre, Les richesses d'un peuple, les Abitibi-Winnick de Picogan, qui a été écrit par Roger Larivière avec James Cananasso et John Mowat. C'est un livre magnifique, je vais vous en reparler plus tard. Alors, notre introduction est vraiment tirée de ce bel ouvrage. De grands événements ont marqué l'histoire des premiers peuples, soit la conquête du territoire par la France et l'Angleterre, la signature de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la loi sur les Indiens, le traité numéro 9 et les pensionnats des années 50. À partir de la venue de Jacques Cartier en 1534, s'ensuit la prise de possession du territoire par la France. Ainsi, tous les Autochtones, désignés comme sauvages à l'époque, deviennent des sujets français. Commence alors le lucratif commerce des fourrures. Des relations plutôt amicales entre les Amérindiens et les Français s'installent à travers différents traités et alliances. La voie utilisée par la France est la coopération plutôt que la domination.
Mais les Anglais ne tardent pas longtemps à se disputer aux Français le territoire et ses ressources. La grande terre de Rupert devient exclusive aux Anglais pour la fourrure. Les Français vont donc établir de nouveaux postes de traite, dont celui à la pointe aux Indiens au lac Abitibi. En 1760, la France est dépossédée de son territoire et s'ensuit la conquête de l'Amérique du Nord par l'Angleterre. Les sauvages changent d'allégeance et deviennent citoyens anglais. La traite des fourrures est pratiquée par des marchands indépendants, privant donc les Amérindiens du pouvoir de marchander. Dès le début des années 1830, des missionnaires arrivent au poste de traite de la pointe aux Indiens, lieu de rassemblement estival des Algonquins. Les visites ont nettement une mission évangélique et les Oblats procèdent à des cérémonies comme les baptêmes, les mariages et funérailles. Une petite chapelle est construite en 1872 à la pointe aux Indiens. Les pères Oblats ont également le mandat de recenser les Indiens et doivent changer leur nom afin d'être compilés dans des listes officielles. Et en 1867, le Canada devient un pays indépendant de l'Angleterre dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Par cette constitution, 2 paliers de gouvernement sont mis en place, le fédéral et le provincial, chacun ayant des pouvoirs différents. Le fédéral hérite de la responsabilité des Indiens alors que le Québec hérite de la juridiction du territoire et ses ressources. En 1876, la loi sur les Indiens ou l'acte des sauvages est créée. Ainsi, le gouvernement fédéral s'immisce dans la vie des Indiens, les plaçant dans une catégorie distincte des autres Canadiens. Un autre traité fédéral extrêmement important dans la vie des Autochtones est signé au début des années 1900, soit le traité numéro 9. Ce traité vise l'assimilation des Indiens aux lois canadiennes et les dépossède de leurs droits territoriaux. Le ministère des Affaires indiennes est créé et les conseils de bande doivent être élus. Ce traité vient scinder les Algonquins en 2. Une bande en Ontario et une en Abitibi. Mais la bande algonquine de l'Abitibi voit également leur territoire ancestral coupé par le chemin de fer qui le traverse de Sainte-Terre à la Sarre. Malgré tout, la pointe aux Indiens continue d'être visitée pendant l'été par les Abitibi-Winniks, puisqu'il y a encore la chapelle ainsi que le cimetière. Après cette suite de grands événements, les Algonquins ont des parcelles de terrain de plus en plus petites, soit les réserves. Il ne reste qu'un pas à franchir pour tenter de les assimiler ou de les éliminer, soit obliger leurs enfants à fréquenter une école dirigée par des Blancs. Mettons, vous avez parlé du fameux traité 9 en 1906. Les commissaires, quand ils sont venus à la pointe des Indiens, c'était juste pour faire signer le traité aux Indiens de l'Ontario. Oui. Parce qu'au Québec, le Québec ne reconnaissait pas les traités. Il n'y a jamais eu de traité avant. Même celui de traité 9 n'est pas reconnu par le Québec. Exactement. Donc, puis c'est juste en 1908 que les Abitibi-Unis ont adhéré au traité 9. Les autres, ils pensaient faire un bon coup. Ils pensaient que c'était pour se protéger parce qu'ils avaient eu connaissance du traité qui le protégeait puis tout. De la colonisation des envahisseurs blancs dans le temps. Fait que les autres, ils pensaient faire une bonne action. Fait que c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec un traité 9. Est-ce que tu penses justement qu'à cette époque-là, les missionnaires, les politiciens, le clergé, toute la gang, ont peut-être utilisé un petit peu de manipulation, de sournoiserie pour peut-être faire à croire que ce fameux traité était à votre avantage? Je pense que oui. Mais d'un autre côté, je comprends mal comment ça se fait que des gens, des Anglais dans le temps, ou bien des Écossais, pouvaient traduire de l'anglais à l'algonquin facilement pas comme aujourd'hui, là, on n'a pas de système de traduction. Fait que je vois mal, toujours, je m'explique mal la traduction. Peut-être qu'il y avait engagé quelqu'un, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Peut-être, mais peut-être comme tu dis, est-ce que le discours officiel, quand il est traduit, c'est se résumer à 2 phrases, vous devriez signer. Bon, de toute façon, dans le temps, les Indiens ne savaient pas lire ni écrire en anglais en français toujours. Ou en anglais, exactement. Oui. Parce que lors de la signature, il n'y avait pas de conseil. Le conseil était formé après la signature du traité. De l'adhésion, oui. Parce que ça prenait un chef
pour signer. Oui, oui. Uh-huh. Un Représenter la Un communauté. représentant de la communauté. Fait que Il y a si je plusieurs X. Quand tu Oui. regardes OK. le document, il y a plusieurs X sur les noms. Là. Vous pouvez, le traité numéro 9, ça se trouve en ligne sur Internet. Moi, je l'ai vu. Il a été photographié, il est mis en ligne et on peut vraiment voir les X ou les petites signatures. Tout ça est disponible sur Internet. Parce qu'il promettait aussi des territoires au Abitibi. Mettons, par famille de 5, il y avait un grand terrain, puis tout ça, puis ça n'a jamais conclu. On n'a jamais eu de réserve de territoire assigné pour nous autres. Donc, suite à la signature du traité en 1908, une couple d'années après, il n'y a pas eu les promesses. Non, jamais le gouvernement a suivi ses idées, puis tout. C'est que dans le fond, vous résidiez sur le territoire québécois d'aujourd'hui et le traité était pour les Algonquins de l'Ontario, Oui, reconnu par le fédéral. par le fédéral, puis par la province de Fait l'Ontario. que pour l'occupation du territoire de la province de Québec, il n'y avait comme pas de traité On finalement. n'avait pas de traité comme tel. Là. Nous autres, les Abitibi-Unis, on a parcouru le territoire, on a changé de place pas mal souvent. Mhm. La dernière place que je connais, où j'ai vécu, c'est la place où il y avait les cercles croîtrés, là, où il n'y a pas les volants de la forêt. Oui, Ouais. oui. OK? Ça, c'est mon terrain de jeu, ça. OK. Puis ça, c'est au début des années 50, jusqu'à temps que j'aille au pensionnat. On a resté un peu partout. Mais parlons-en du territoire. On parle d'occupation de 4000 ans, là, recensé peut-être même 8000. Là, récemment, on a trouvé des artefacts qui dataient de 8-12 000 ans. Là. Est-ce que vous seriez capable de nous expliquer, grosso modo, la communauté Abitibi-Winnie? Dans quel secteur elle s'est promenée finalement durant les siècles ou les années? Là, Ben, la plupart du temps, il était sur le territoire de Trappes. C'est juste durant l'été qu'ils se ramassaient, la plupart souvent, mettons, à la pointe des Indiens, puis tout, là, au bord d'un lac, puis tout, qui se ramassaient en groupe. Là. On n'a jamais vraiment vécu sur une terre commune là, comme telle, là, parce que chaque famille avait leur territoire. So, comme nous autres, les Kistabiches, on était 5 familles le long de l'Aricana puis tout. Puis les Mouattes, c'était ailleurs, les Mapachis, c'était un autre. Finalement, on occupait tout le nord d'Amos puis tout. Là. Et À partir d'Amos, jusqu'en haut, le territoire de Trappes de M. McDougall, c'était à Amos. Okay. Juste un petit peu plus haut. Là. Okay? Avec le temps, la civilisation, la colonisation nous a tassés, ou bien le gouvernement nous a tassés par en haut, puis tout ça. Mhm. Puis la pointe aux Indiens, c'était donc un gros lieu de rassemblement pendant l'été. Pendant l'été, oui. Là, tout le monde se regroupait parce que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu du monde. C'est le fun de se regrouper. Puis il y avait tout le côté aussi, les mariages, ces cérémonies-là, c'était important aussi pour développer des nouvelles familles, des nouveaux clans. Donc, il fallait faire des mariages. Ben, c'était important pour la colonisation christianiser les Indiens, là, puis tout, là. La religion était très, très forte dans le temps, là. Il faisait peur aux gens. Je sais que dans les années 1880 quelque chose, il y avait peur des missionnaires, des robes noires puis tout, là. Mm-hmm. Ils ne les voyaient pas d'un bon œil. D'un bon œil. C'est graduellement que le curé s'est installé puis tout, là. Il faisait des mariages puis tout, là. J'ai même une histoire d'un vieux couple qui sont décédés aujourd'hui. Ils allaient à la messe. Puis le prêtre les a pris dans... Ils n'étaient pas mariés, là, ils étaient bien jeunes. OK. Okay? Ils étaient assis ensemble. Puis le curé les a pris à la fin de la messe. Il les a mariés. Je suis sans mots. OK, il ne leur a pas demandé si ça leur tentait à ces deux jeunes. Le curé lui a dit, on vous voit souvent ensemble, c'est pas bien. Oui. Il les a mariés sur le champ.
Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que l'Église, les ecclésiastiques, puis il y a eu les oblats, il y en a eu plein, j'ai vu les sulpiciens, en tout cas, tout ça. C'est pas compliqué. Ils ont, comme on dirait, spoté les endroits où, justement, les Amérindiens se regroupaient à des postes de traite, à certains lacs, puis ils se disaient, on va aller là cet été, puis on va les convertir. Donc, ils spottaient les regroupements pour aller, justement, commencer ce que j'appelle un peu la propagande ou eux autres, ils vont dire l'évangélisation. Oui. Mais c'est ça. Ils ont donc repéré des endroits sur le territoire où ils pouvaient convaincre, disons, une grosse gang là, de sauter dans l'Église catholique et d'accepter... finalement, toutes les valeurs qui allaient avec. Parce que les valeurs aussi ils ont beaucoup changé. Avant ça, il y avait des danses, puis tout ça, avant 1900, puis tout, là. Il y avait des danses, mettons, traditionnelles, puis tout, des tam-tams, puis tout. À un moment donné, ça a arrêté, puis tout, à cause des missionnaires, puis tout. Là. Mais si, mettons, on remonte un petit peu avant les missionnaires, là, ce lieu-là, c'est un lieu de rencontre. Mais pourquoi ce lieu-là? Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier? C'est parce qu'il était à la rencontre de deux territoires? C'est parce qu'il y avait une terre riche? Ou y a-t-il une raison? Moi, je n'ai jamais su pourquoi vraiment que les gens de chez nous se ramassaient là. Je pense que c'est plutôt pour le lieu, le culte, puis tout ça, puis l'échange qu'il y avait entre l'autre. Il n'y avait pas de frontières. Non. Non. Il n'y en avait pas. À un moment donné, la frontière est apparue dans les années 1800 quelque chose, là. Puis les Indiens de l'Ontario, ben, ils étaient là. On était bien, puis tout. Oui, puis géographiquement, sur quelques photos, parce que moi, je ne suis pas allée à la Pointe aux Indiens, mais ça ne s'appelle pas la Pointe pour rien, c'est qu'on voit vraiment une avancée du terrain qui est comme sur l'eau, qui donne, j'imagine, une super belle vue, puis que tu peux justement voir les familles quand ils s'en venaient. Donc, Ben oui. Géographiquement, c'est comme on dit, c'est un beau spot. C'est comme, moi, je me dis toujours, c'est comme un Québécois, OK? Mm-hmm. Mettons, aujourd'hui, Oui. il s'en va en Floride. Oh, Une gang de Québécois qui sont en Floride, c'est un milieu de rencontre. Oui. Les autres, dans le temps, c'était ça. C'était juste avant vous autres, là. Oui. Vous avez inventé les snowbirds, finalement, de la Floride. Disons que oui. Vous avez copié comme d'habitude, là. Oh, oui, à on fait quelque rien part. que ça, nous autres copier. J'aime ça. Les Britanniques, c'est un peuple qui fait beaucoup d'appropriation culturelle. Oui. Oui, on fait ça un peu partout sur la planète. Oui. On les salue. Moi, j'aimerais ça peut-être pour notre auditoire et pour nous-mêmes. Abitibi-Winnie et Anishinaabe, qu'est-ce que ça signifie? Anishinaabe, c'est Anishinaabe, c'est un être, OK. un humain. OK. OK? Abitibi-Uni, il vient du lac Abitibi. C'est pour ça qu'on les a appelés Abitibi-Uni. Qui vient du lac Abitibi. Oui, parce qu'on est des habitants de l'Abitibi. On a toujours resté en Abitibi, la plupart du temps. Sauf à des périodes que le ministère... Ce que faisait le ministère, il trouvait des jobs, des tarabous. Mettons, nous autres, on est allés à Parent, Clovis, puis tout ça, là. Avant d'aller à Saint-Marc, le ministère trouvait des spots d'ouvrage. On embarquait dans le train, puis nos familles allaient bûcher à Clovis, puis tout. Quand le pensionnat est ouvert, il y a quelques jeunes de Picogan sont partis de Clovis pour aller au pensionnat. Puis durant l'été, des fois, ils trouvaient des spots où aller ramasser des bleuets, la cueillette des bleuets, puis tout ça. Fait qu'Abitibi-Winnie, c'est vraiment, finalement, Bruno, comme nous, on désigne des villages. Ben, eux, c'est donc, il y a tous les Algonquins qui étaient sur le territoire selon où ils habitaient. Ben là, ils avaient différents noms pour finalement les distinguer selon leur lieu géographique. Et Abitibi, ça veut dire là où les eaux se séparent? Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est quand même un bel... Le nom de notre région est vraiment autochtone. Oui, vraiment autochtone, mais vraiment significatif aussi. Là où l'eau se sépare, les eaux se séparent, puis tout. Quand tu regardes l'Aricana, puis tout, là, puis il y a un côté qui s'en va. Ben, surtout au lac Abitibi, là, il y a un côté que l'eau se sépare vraiment. Là,
Ah oui? On peut le voir? On peut le sentir. On peut, Ouais. OK. Et moi, je ne suis jamais allée au lac Abitibi. C'est un grand lac, hein? Oui. Très, très grand lac, quasiment. Moi, j'ai jamais été. Ben, je n'ai pas grandi là, moi. Non. Non. Moi, mes parents, quand ils se sont mariés en 1948, ils sont partis de là, ils ne sont jamais retournés. OK. Je suis né à La Tuque. C'est pour ça que je dis souvent, je viens du territoire, de partout. J'ai parcouru le territoire même avant La naissance. Avant la naissance. Oui, oui. Donc, je ne sais pas pourquoi que ma mère s'est ramassée à La Tuque. Pourtant, il y avait un hôpital ici. Le gars du ministère, l'agent fédéral, avait envoyé ma mère à La Tuque. Il y a quelques personnes à peu près de mon âge qui sont nées à La Tuque. Puis qui sont originaires d'ici, dans le fond. Originaires de Pécougan. D'ailleurs, je reparle de ce livre-là parce que ce qui est le fun, c'est qu'on a des recettes, on a des petits secrets sur les plantes médicinales, on a vraiment un bel aperçu historique, mais aussi sur le mode de vie. Et voyons. Je voulais parler du mode de vie. Oui. Non? Oui, mais ce que je veux. Oui, c'est parce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des segments dans ce livre qui sont dédiés à certaines familles. Et on le voit aussi, mettons, si on voit un couple, on a toute la liste des enfants, puis il est écrit à côté, né dans le bois, né dans une tente, né à La Tuque, né à l'hôpital à Amos. Et donc, et c'est vrai, je m'étais dit, mais voyons, il y a donc bien du monde qui sont nés à La Tuque, c'est pas à côté. Fait que, mais c'est tout écrit dans le livre, c'est super intéressant de voir ça. Fait que ça devait être une décision, comme tu dis, d'un agent fédéral, administrative. C'est bizarre pareil. Oui. Mais si on faisait une petite incursion dans votre arbre généalogique. Oui. Alors, mettons, pour les Kistabiches, la famille que vous êtes, donc, savez-vous, ça a originé d'où? De quelle époque ou de quelle période ou de quelle personne? Au début, Kistabiche, c'était pas vraiment Kistabiche. Ça a été modifié par le ministère, encore bien les curés, parce qu'ils ne savaient pas comment prononcer ou bien comment l'écrire et tout. Le premier Kistabiche, donc, je sais à peu près là, que j'ai entendu parler, il ne venait pas il venait du sud, mettons, de Témiscamingue, dans ce coin-là. OK. Il s'est ramassé un petit peu plus haut, puis tout, à un moment donné. Puis Kistabiche, ça veut dire Kitinabe, grand homme. Ah. Fait qu'on peut J'imagine que c'était une armoire à glace. Ben, celle-là qui était grand. Donc, ça a commencé peut-être par un surnom que les missionnaires ont dit, lui, il est grand, fait qu'on va lui donner ce nom-là. Ben non, chez les Indiens, il y a souvent des surnoms. Okay. Selon un événement quelconque, ou bien un individu fait quelque chose, ou bien il s'en vient pour telle affaire, on va l'appeler de la façon qu'on le voit. Un individu peut donc avoir plusieurs noms dans sa vie s'il est arrivé des choses... Pas nécessairement, non. Non? Il va regarder le surnom qu'on lui a donné. Qu'on va lui avoir donné. Oui. Comme Kistabiche, on peut donc dire c'était un homme qui était grand, c'était son surnom. Oui. Et c'est devenu officiellement un nom de famille. Un nom de famille, oui. Oui. Donc, vous avez travaillé sur votre arbre généalogique et vous m'avez parlé de Sally Diamond. Oui. Alors, c'est qui ça, Sally Diamond? Sally Diamond, il vient du Nord. Il vient de Waskaganish, dans ce coin-là. Dans ce temps-là, c'était Rippetas, puis il était marié là-bas, puis il avait perdu son mari, puis il s'est ramassé au lac Abitibi. Puis c'est à partir de là que la madame Sally et Saleh qui avait 5 enfants déjà. Puis l'ancêtre de mes parents, c'est Sally Diamond. C'est pour ça qu'on a bien des cris, des mélanges au niveau de la communauté. Là. Il y a bien des cris. Puis, il y en a qui restent à Val-d'Or, puis il y en a qui restent à La Sarre, puis tout. Puis quand une femme se mariait, elle partait avec le clan de son mari, hein? Oui. Elle partait direct, là. Salut toute sa famille, puis on se revoit peut-être l'été prochain. Donc, le plus récent que je connais, c'est l'histoire de ma belle-mère. OK? Mm-hmm. Quand il s'est marié au lac Abitibi, elle vient de Chicobi. Sa famille, c'est de Chicobi.
où est-ce qu'il y a l'école, l'école Chicobi. Oui, Chicobi, oui. Oui, puis là, c'est le terrain. Hey, vous avez racheté ce terrain-là, ça se peut-tu? Oui, la communauté l'a acheté, oui. Ah, c'est le fun, ça. Fait que ma belle-mère, quand il s'est marié avec M. Moite, il est parti à Waguchik, à l'automne. Là. Oui. Ils sont mariés durant l'été, puis tout. Dès l'automne, avant l'automne, ils sont partis à Waguchik. C'est de là qu'ils ont formé leur famille tranquillement sur leur coin de terre. Là. Chaque famille, ils fonctionnaient comme ça. Nous autres, on avait 5 familles dans notre bout. Oui. Puis il y en avait d'autres un petit peu plus haut ou bien plus bas, tout dépendamment de où ce que la grand-mère y vivait aussi. La grand-mère, il jouait beaucoup dans l'union des familles. OK. C'était un petit peu les entremetteuses. À peu près, oui. Parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère paternelle le plus souvent. Mais ma grand-mère maternelle, je la voyais de temps en temps. Puis elle, il restait sur une autre partie de l'Aricana. Tu sais, les mariages, comme tu donnais le premier exemple du jeune couple dans l'Église que le curé dit « Je vais vous marier ». Certains mariages étaient... ils n'étaient pas si vieux que ça. Des fois, ça pouvait avoir 16, 18 ans. C'était quand même quelque chose, hein, de si jeune. Moi, on trouve ça jeune aujourd'hui, de dire je quitte ma famille, je m'en vais dans la famille de mon mari. Espérons, qu'on va avoir une famille heureuse et nombreuse, mais c'est quand même quelque chose. Comment ça fonctionnait, justement, les alliances? Les alliances, je ne sais pas vraiment. Je sais que les mariages, les femmes elles se sont mariées bien jeunes, même les hommes puis tout, là. Mm-hmm. Okay. Comme mon père, je pense qu'il s'est marié assez jeune aussi. Je connais une madame, mais là, maintenant elle est décédée. Elle s'est mariée à 13 ans. Aujourd'hui, on trouve ça, dans notre point de vue d'aujourd'hui, on trouve ça épouvantable, mais à l'époque, puis je dirais même que chez certains Canadiens, Français aussi, on devait se marier assez jeune. On se mariait assez jeune. Mais est-ce tu parlais un peu de certaines grand-mères ou des aînés là, qui pouvaient... Est-ce qu'on... C'était-tu parce que c'était des coups de foudre d'adolescents, des mariages d'amour? C'était-tu pour consolider des territoires en alliant des familles? Est-ce qu'il y avait des optiques comme ça? Je pense que c'est plutôt que l'homme, des fois, il était tout seul, puis il voulait avoir une compagne, puis tout, là. Puis c'est arrivé comme ça souvent, là, puis tout ça. Okay. On parlait d'hommes, des grands-mères, des coucoums qui faisaient des alliances, qui mariaient finalement. C'était quoi le rôle des hommes versus le rôle des femmes à l'époque mettons, du 19e siècle? L'homme, c'était plutôt c'est lui qui partait pour travailler, mais aller à la chasse puis tout, là. OK? La subsistance de la famille. Mais la femme, elle, c'était pour élever les enfants puis faire la petite chasse autour, là. Okay, on a beaucoup appris comment attraper le lièvre, puis des petites affaires de même, les petits gibiers autour de la maison quand j'étais jeune. La cueillette aussi, les vêtements, en fait, oui. Tout ce qui est la famille, le logement, tout ça, c'était vraiment... c'était des rôles ce qu'on appelle comme nous très traditionnels. Hein? Parce que des fois, moi, mon père, il partait 1 semaine, 2 semaines, puis on allait le rejoindre, puis tout ça, là. OK. On tenait nos chiens. Durant l'hiver, là, on tenait nos chiens et tout. Là. Ça devait pas être évident, hein? Non, c'était pas évident. Il n'y avait pas nécessairement de route comme aujourd'hui, là, mais il y avait juste des trails de trappe et tout donc, ça. Donc, traîneau à chien, en raquette. L'été, c'était canot, marche. Canot, marche, oui. En orignal? À dos d'orignal? Non, on n'est pas au Maroc, là, ici. Là. Quoi qu'il paraît que Gabriel Commanda, qui est à Val-d'Or, le faisait parce que ça impressionnait donc les touristes de le voir chevaucher son boc. Fait qu'il faisait ça, lui, ça se peut. Hey, c'est pas une légende humaine. Non, on aime bien dire, c'est vrai. Si vous me permettez, dans mon ouvrage Fétiche, ce qui est le fun, c'est que, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le mode de vie des premiers peuples, surtout dans les années avec la France, la Nouvelle-France ou tout ça. À partir du moment qu'on a fait le Canada, on dirait qu'on a comme arrêté un petit peu d'en parler. Ce qui fait que des fois, on a
des préjugés. Nous, on ne sait plus trop en 1900 est-ce qu'ils étaient modernes ou pas. Puis si vous me permettez, moi, il y a des affaires là-dedans qui m'ont surprise. Déjà, au début des années 1900, les Algonquins vivent dans des camps en bois rond, donc ou avec des planches de bois dur, comme on dit. Il va y avoir des canots à rames confectionnés avec la toile et non pas nécessairement avec le bouleau. Et le goudron s'achète au magasin pour remplacer la résine et la graisse d'orignal. Donc, il y avait déjà, on avait déjà upgradé, disons, les moyens de transport. Mais là, ça fait... Oui, vas-y. Parce que avec la pointe des Indiens, puis ça a changé pas mal le mode de vie des Algonquins puis tout, là. Mm-hmm. Avec la baie du Son. Ouais. Puis les autres, ils amenaient du matériel, mettons. Mais c'est ça, vous côtoyez les Blancs, dans le fond, européens depuis le 16e siècle. Donc, depuis longtemps. il y avait beaucoup de choses qui se faisaient déjà. Les codes vestimentaires, vous aviez adopté le code vestimentaire des Européens. Ben, disons que ce côté-là, moi, ce que j'ai appris, les Indiens, de l'époque, là, je veux dire, ils s'habillaient en blanc. Pour se cacher un peu de... Parce que ils n'étaient pas aimés des Blancs, ou bien du ministère, puis tout ça. Fait qu'ils s'habillaient comme vous, là, mettons, en colon, bien n'importe chapeau. Fait qu'admettons, dans les villages, ils voulaient passer un peu plus inaperçus parce qu'ils allaient au magasin général, puis ils ne voulaient pas avoir l'air d'avoir sorti du bois. C'est ça? Ouais. Ici, justement, là, pour ceux qui nous regardent, on a le costume qui est porté par Mélanie Kistabiche, qui incarne le personnage de Betty. Et puis, comme vous voyez, le tissu était très populaire parce que c'était beaucoup plus facile de se faire des vêtements en tissu. Et j'ai vu dans le livre que certaines femmes étaient très bonnes couturières et avaient des machines à coudre Seigneur. Ils étaient à pédale dans le temps. Il y en a qui cousaient. Et donc, les jupes longues à carreaux, très populaires, les femmes portaient le béret ou le foulard, des chemises à manches longues. Et les hommes, c'était comme les bretelles, la petite calotte ou le petit chapeau, chemise et pantalon. Donc, c'était grosso modo un peu le même habillement. En fait, il n'y avait pas beaucoup de choix de magasins. Oui, il y avait beaucoup de choix. Tout à l'heure, tu parlais de la machine à coudre à pédale. Oui. Chez nous, il y en a un. Oui. Ma femme, il y en a un. La pédale, là. Oui. Dans le fond, elle a hérité de ça. Finalement, vous aviez ça. Elle, on l'avait trouvé dans un... Il y a souvent des ventes de garage ou des choses de même, puis on l'avait trouvé dans un chose de même. Mais c'est quand même fascinant d'imaginer, parce que vous aviez encore une vie nomade à l'époque. Oui. Il n'y a pas si longtemps. Et vous traînez le moulin à coudre. Il traînait le moulin à coudre là, dans le bois. Là. Oui. Les machines à coudre n'étaient pas si gros que ça. Non, c'est ça. C'est pas les machines qu'on a aujourd'hui. On se met ça en dessous du bras. Mais je veux dire, pour une femme qui avait à coudre les vêtements de sa famille, quand tu as une machine à coudre, tu veux plus revenir à l'aiguille. Puis j'ai aussi lu... Parce que nous autres, quand on faisait le transport du lac Abitibi sur le territoire, on avait nos camps. On ne voyageait pas nécessairement avec tout notre stock à chaque année, à chaque fois. Là. Le stock, il restait dans le bois, bien... Oui, c'est intéressant. Il y avait un mode de vie nomade, mais il y avait des petits spots un peu partout. Là. Oui, mettons comme, je vais parler de nous autres ou bien d'autres familles qui s'habitent ou bien Mapache, il y avait le spot sur l'Aricana puis tout. Là. Fait que le stock était là, il était caché puis tout. Fait qu'il amenait au lac Abitibi l'essentiel puis tout. Là. Oui, c'est comme quand nous, on va au chalet ou on va au camp de chasse, en camping, on n'apporte pas tout. Mais j'ai aussi lu que les mocassins, que nous, on associe beaucoup justement aux Premières Nations, c'était pas tout le temps super pour la pluie, la gadoue. Donc, rapidement, quand on a vu les souliers ou des bottines de caoutchouc, ça, c'est devenu aussi très populaire. C'était beaucoup plus confortable. Mais c'est ça que je disais l'autre jour à Bruno, on s'est habitué, on s'est accommodé à la culture. On vit selon les besoins. Là. Oh oui. Quand ça arrive, à un moment donné, tout le monde s'adapte. Mais justement, parlant d'adaptation, je ne veux pas présumer que vous avez connu cette époque-là, mais quand les Blancs sont arrivés en 1900, au début du siècle, avez-vous une petite idée de comment, ça a été quoi la réaction des familles qui habitaient ici ou qui passaient dans le coin? Les familles qui passaient dans le coin, mettons, ils disaient que les Blancs qui arrivent, ils ne savaient rien. Là. Mm-hmm.
Ils ne connaissaient rien. Ben, mon beau-père, il disait qu'il fallait qu'on les aide. Il faisait pitié. Il faisait pitié, puis tout ça. Ils ne connaissaient rien du bois. OK, ils connaissaient comment faire à manger selon le coutume à eux autres, puis ça. Puis le reste, là... Il était très démuni, je veux dire, comme on disait, oui, les femmes savaient cuisiner avec leur gros poêle de fonte, mais quand tu arrivais dans les premiers mois, ben, tu n'en avais peut-être pas. Fait que là, il fallait que tu cuisines autrement. Tu peux allumer un feu, mais ça ne veut pas dire que tu es capable d'aller bûcher ton arbre dans la forêt. Oui. Fait qu'il y avait beaucoup de choses. Puis il faut dire que les conditions de l'hiver sont très, très difficiles. Vous étiez déjà accoutumés. Donc, oui, en effet, puis on en a des histoires dans tous les livres que je vais vous parler plus tard. Il y a des témoignages de petites bourgeoises qui arrivaient de la grande ville en petits souliers ou de monsieur qui était peut-être plus habile avec les chiffres puis qui se retrouvait qu'il fallait qu'il cultive une terre ou juste de pas savoir. Bon, il n'y a pas du bœuf à toutes les semaines, on mange quoi en attendant? Donc, toute cette adaptation-là dans de la misère... Vous, ceux qui étaient là dans le temps, ils les regardaient et ils se disaient « Pour moi, ça ne passera pas l'hiver, ça. » On dit ça souvent, ça ne passera pas l'hiver. Ça ne passera pas l'hiver. Je ne sais pas si ça avait passé. Ils ont passé l'hiver parce qu'ils sont encore là. Oui. Tu sais, quand les Blancs sont arrivés aussi, le nom de Wemitukujii, ça vient de la fonction qu'ils faisaient. Oui. Okay? Ils défrichaient la terre. Puis les autres, quand ils ont vu ça, qu'ils gorochaient du bois, ils ramassaient du bois, mais ils le jetaient. C'est de là que ça vient, Wemitukujii. Wemitukujii, là, le mot, là, ça veut dire, ça a bien des sens. Tu jettes du bois. L'individu qui jette du bois. OK. C'est ça, Wemitukujii. Hey, c'est pas un beau surnom, hein? Remarque, on le mérite. Si nous, on vous appelait sauvage, vous pouvez bien nous appeler les gaspilleurs de bois, mais ça devait être... Il faut regarder aussi le contexte, là. Oui. OK. Ils ne jetaient pas pour de vrai. Ils jetaient pour se faire de la place. En tout cas, c'est ça que je vois. Oui, faire des maisons. Faire de la place, puis tout ça, là. Mais j'avoue qu'on était un petit peu gaspillés. Puis parce que j'ai aussi lu que sur le rapport à la nourriture, justement, nous, on peut surconsommer, des fois, pas avoir un peu trop de nourriture. C'est sûr que le mode de vie des Amérindiens fait que tu peux avoir des années qu'il y a moins d'animaux, moins de gibier. J'ai lu une histoire à un moment donné sur un gros feu de forêt qui a lieu près d'Amos en 1908. Oui. Et allumer, un petit feu pour chasser les maringouins, bon, on perd le contrôle et ça rase 20 000 km². Donc, il n'y a plus d'animaux. Et ça a fait 3 ans de suite de disette. Il n'y avait plus de nourriture et ça a été dur pour eux autres, là, ceux qui étaient sur ce territoire-là, parce que tu dis, ben, il n'y a pas de magasin. Fait que s'il n'y a plus d'animaux, il n'y en a plus, là. Fait que c'était pas facile, ça non plus. Mais nous autres, les Indiens, il fallait... Mais... Ils entretenaient leur viande, ils le faisaient fumer, puis tout, là. Ça dépendait des périodes aussi, là. Ils faisaient fumer de la viande, du poisson, du castor. Ils récupéraient beaucoup aussi. Beaucoup, hein? Chaque élément là, de l'animal, il y avait un respect pour le. On mangeait tout. On mange, mettons, quand on tue un orignal, on mange tout. On mange l'intestin, mais vous mangez les organes, tout comme les muscles, mais puis tout le reste qui ne se mange pas est réutilisé soit en artisanat ou pour vêtements ou... Oui, ça, c'est vraiment bien, mais j'avoue que quand vous voyez là, justement là, la machinerie qui coupait des arbres, on pitchait ça dans la rivière Aricana pour la faire un petit peu déplacer, puis là, il y avait les moulins de tout le bord de la rivière. Ça devait être quand même quelque chose à voir, là, de voir à quelle vitesse on peut te vider une forêt, là. Ça peut être assez impressionnant. Puis nous, à l'époque, il n'y avait pas de conscientisation écologique dans le sens on coupait, puis on pensait que du bois, c'était éternel, mais il y en aurait toujours. Là, on sait que maintenant, il faut replanter. Replanter, puis tout. Mais je me dis, oui, tes ancêtres devaient être un petit peu traumatisés de voir avec quelle insouciance, à quelque part, on te rasait un territoire. Je vais vous conter une affaire. Ben, ça fait pas longtemps que c'est arrivé. J'étais avec mon garçon Malik. Puis on est allé sur le territoire à son grand-père, Albert Moite, puis tout, au lac Wawakusik. Puis
il y avait le campement Tembec qui était là, puis tout. À un moment donné, ils ont décidé de bûcher à partir du campement jusqu'à l'autre bord du camp à mon beau-père, puis tout. Malik n'était pas grand, il devait avoir 11-12 ans. Il regarde ça, il dit, il appelle ça le progrès. Ah ouais. Ça voulait tout dire. Ah ouais, à 12 ans, il avait la conscience de... Ouais. Parce que, OK, moi, je me dis toujours, les chemins forestiers ou bien les compagnies forestières, ça nous a aidés un peu à quelque part. OK? Mais s'ils avaient été un peu plus intelligents, là, il n'y aurait pas de temps à raser que ça, les territoires. Mm-hmm. Quand tu montes en haut là, jusqu'à Matagami, là, à partir du village 27, mettons, de la tour de Télébec, des campeurs, là, OK, juste un petit peu plus loin, à peu près 500 pieds du chemin, c'est désert. Oh ouais. Non, il manque il y a un certain déséquilibre dans la prise de possession du territoire. C'est que nous, les Blancs, on a toujours eu l'appât du gain. Nous autres, le bois, on s'en servait pour construire des maisons, comme on a dit dans d'autres épisodes, faire les granges, se chauffer. Mais les compagnies, c'était pour faire de l'argent. Donc, il y a toujours eu un but mercantile à exploiter les ressources. Moi, j'ai déjà dit, un forestier, mettons... un ingénieur forestier, toi, tu ne regardes pas, tu ne vois pas l'arbre, tu vois une signe de pièce. Exactement. On s'est fait souvent dire ça. Mm-hmm. Ça aurait pu être un beau surnom pour nous, ça aussi, signe de pièce. On aurait pu s'appeler comme ça. Hein? Édouard, tu es un Anishinaabe qui réside maintenant sur ce qu'on appelle le territoire québécois. Est-ce que tu te considères comme un Anishinaabe québécois? Je me considère comme un Anishinaabe tout court. Oui. Pas québécois. J'ai rien contre le Québec, ni rien contre vous autres, puis tout ça. J'ai grandi parmi vous autres. J'ai été à l'école parmi vous autres. J'ai appris des choses avec vous autres. Mais je veux toujours rester un Anishinaabe. Et j'aimerais bien que tu nous dises la petite expression avec le spaghetti. Ça fait bien comprendre ta position. Oh, c'est pas parce que tu manges du spaghetti que tu es italien. Et voilà. Et c'est quoi aujourd'hui, maintenant, qu'on sent un certain regain je dirais, de confiance, un certain volonté d'affirmation, de prise de possession, de reprise de possession du territoire puis de sa culture. C'est quoi aujourd'hui être un Anishinaabe en 2021? C'est comment je dirais ça? C'est d'assimiler ce que tu apprends autour, tout en restant en Anishinaabe. OK? Mm-hmm. Tu peux chauffer, tu peux... Les Internet, puis tout ça, tu peux tout avoir ça, mais n'oublie pas d'où est-ce que tu viens. Mon père me disait ça quand j'étais au secondaire. Je dis, Édouard, il dit, tu ne pourras plus te rappeler comme avant, comme que j'ai vécu. Mm-hmm. Il dit, oublie pas d'où est-ce que tu viens, qui tu es. Tu n'es pas un Wémétrougi, tu es un Anishinaabe. Et tes papas, quand même, comment, justement, quand on est parents, toi et Molly, puis te dire, bon, là, on a des enfants, vos enfants qui ont été très impliqués dans plein d'activités, autant à Picogan qu'à Amos, comment qu'on fait, justement, à un moment donné, quand on est parents, puis on dit, là, je veux transmettre cette fierté-là à mes enfants, puis je sais qu'ils sont modernes, puis ils ont Internet, puis ils écoutent du rap, là. Mais comment comme parents, on se positionne là-dessus avec nos enfants? Je pense qu'il faut commencer de bonne heure. Quand tes enfants sont jeunes, il faut que tu les amènes dans le bois. Il faut que tu leur montres d'où tu viens. Il faut qu'ils le vivent. Il faut qu'ils le vivent. C'est ça. Nous autres, c'est ça qu'on a fait. Ouais. Moi et Molly. On amenait nos enfants dans le bois. Mettons, durant la période de chasse, en hiver aussi, quand il ne faisait pas trop froid, au printemps, on demeurait dans des tentes. On avait une tente, pareil comme que j'avais monté à peu près lors de Amos. Oui, ce qu'on appelle, nous autres, une tente de prospecteur, une tente de toile. Ouais. Oui, c'est ça. On restait pendant 2-3 semaines. Puis même s'ils allaient à l'école, on les sortait de l'école. Ils amenaient les livres. On poursuivait là-bas. Parce qu'il ne fait pas toujours beau pareil. OK, il fait beau des fois 2-3 jours. Oui. Là, il va mouiller une journée ou deux. Puis quand il mouillait, il faisait le devoir.
On les a montrés Fait comme que ça. très c'est jeune, c'était comme un périple. Là. Il y avait toujours une période dans l'année qu'on allait justement là, vivre un peu cette expérience-là. Puis est-ce qu'eux autres, aujourd'hui, c'est des adultes aussi? Puis eux, ils ont continué cette tradition-là? Il y a une période qui ont été en ville. OK? Oui. Mais à cause de l'éducation, puis tout, la formation, puis tout, comme mes 3 enfants, ils ont été étudiés à Montréal. Mélanie, il a été 7 ans, je pense, en tout cas, un bout de temps. Puis Chantal aussi. Malik a fait ses études à Montréal aussi. Mais ils sont tous revenus. Entre-temps, on allait dans le bois pareil. Mm-hmm. Ça, il faut toujours maintenir ça pareil. Même si tu as des périodes avec tes enfants ailleurs, il faut que tu trouves le moyen d'aller dans le bois. Ouais. C'est comme ça que ça aide ton enfant à vouloir y aller. Et ça donne des moments d'intimité, puis de ce qu'on peut parler, on peut échanger sur la culture Oui, sur dans la le bois. culture, ils vivent la culture, oui. Oui, On vient de parler de tes enfants. On va en parler un peu plus tout à l'heure parce qu'ils font tous partie de la distribution d'Amos vous raconte son histoire, ainsi que toi-même. Véronique, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de tes références bibliographiques. Alors, je vous l'ai dit, je vous le redis, ce livre-là, c'est une petite Bible. Et ce que j'aime pour les gens qui veulent s'initier à la culture des Abitibi-Winnick, c'est pas quelque chose qui est difficile à lire. C'est plein de petits segments. Il y a des contes, il y a des recettes, il y a des histoires de famille, il y a des petits témoignages. Fait que tu peux vraiment lire des petites sections, des petits bouts. Ça peut autant intéresser un enfant qu'un adulte. Fait que moi, je le trouve merveilleux. Ici, j'ai 2 livres à vous présenter. Ils sont peut-être un petit peu plus costauds au niveau du contenu. Ici, c'est un livre de Marie-Pierre Bousquet qui travaille au département d'anthropologie et qui a aussi travaillé au programme des études autochtones qui a lieu à l'université à Val-d'Or. Et ce qui est intéressant, c'est que ça couvre vraiment tout le déracinement, le voyagement, puis tout cet aspect de modernité-là, de comment que les Anishinabés... En fait, moi, je dirais que vous avez réussi le pari d'accepter le bon de chaque culture. Ici aussi, un autre livre super intéressant qui est aussi par une anthropologue, Initiative Adaptation Algonquin au 19e siècle. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il nous parle vraiment de toute la gang qui restait au Témiscamingue et qui nous explique pourquoi il y en a qui sont partis un petit peu plus au lac Abitibi. Très intéressant. Et le dernier livre, Mythes et réalités sur les peuples autochtones, ça, c'est le livre que ta fille nous a donné à nous, tous les comédiens. C'est un livre qui est à l'école Miigwech, mais tu me disais tantôt que c'est pas juste à Pikogane que ce livre-là se trouve. C'est le fun parce qu'il y a des photos, il y a des images qu'on n'a jamais vues dans nos livres d'histoire à nous. C'est extrêmement intéressant. Donc, des livres, il y en a de plus en plus qui s'écrivent sur la partie plus récente, là, la colonisation. Il n'y avait pas grand-chose avant. Vraiment à lire. Puis sinon, il y a beaucoup de sites web. Je vous dirais que le site web de la communauté de Pikogane, il est assez génial aussi. Puis de plus en plus, pour ceux comme moi, une auteure ou d'autres qui s'intéressent à votre culture, c'était dur sur le web de trouver des choses, mais là, de plus en plus, vous mettez par écrit le savoir oral. De plus en plus, vous développez l'alphabet, tout ça. Fait qu'il va y avoir, dans les prochaines années, je pense, on va avoir accès à beaucoup plus d'informations. Et si je peux me permettre, on a enregistré avec des participants de Pikogane la légende là, tu me reprendras si je vais le scraper. Atasokan ka Ochitek. Ojitek. Atasokan Ka Ochitek. Ojitek, oui. Ça, c'est la distribution de la Grèce? Oui. Alors, ça, je le sais, c'est quand même... Fait que c'est un conte traditionnel. C'était le groupe Mamaji Ojibigan de Pikogane. Dans le fond, c'était une petite troupe de théâtre qu'on avait créée pour préparer de l'interprétation théâtrale. Puis, grâce à cet atelier-là, on a terminé ça. Fait que ça, c'est disponible sur notre page YouTube. Fait que c'est un petit conte de 5 minutes. Et c'est un illustré. conte qui mélange le français et fait que c'est super intéressant parce qu'il y a des enfants qui ne le parlent pas, donc c'est une belle façon de s'initier.
Mais nous autres, on mélange pas mal l'algonquin, Anishinaabe puis le français. Est-ce que tu le mélanges dans une discussion? Est-ce que, mettons, tu peux parler avec ta femme ou quelqu'un, puis tu switches du français à l'Anishinaabe dans la même discussion? Est-ce que... Mettons, quand je parle avec ma femme, Ouais. on fait les deux, là. OK. Mais quand je parle plutôt, mettons, à un aîné, il y en a moins, là, on parle juste l'algonquin. Ou bien, quand on parle avec une autre personne de notre âge, on parle juste en algonquin des fois. Puis, tantôt, avant... Puis c'est pas facile de vouloir hein? juste parler en algonquin, en Anishinaabe, parce que le système, il est fait de même. Il est drôlement fait. Tu es habitué à parler français, ou Mitouji, là, puis parce que tu vis dans le contexte. Oui. Fait que ton cerveau, il pense en français? Non. Non. Non, je parle en Anishinaabe. OK. Ouais. Mais tantôt, tu nous le disais avant d'embarquer en studio, justement, que c'était très différent. Quand on parle la langue Anishinaabe, c'est un peu plus posé, Oui, le débit est plus lent, alors que nous, le français, on peut, surtout moi, le dire très fort, beaucoup d'émotions, d'intensité. C'est dans rapide. votre nature, vous êtes tout le temps pressé. Oui, on est d'une gang d'énervés, à comparez-vous. Peut-être pas énervé, mais pressé. Pressé. On est pressé de faire de l'argent, c'est oui, ça, oui. hein? Sans plus attendre, Édouard, Véronique, on va écouter immédiatement la mise en scène, la mise en lecture de la scène de la rencontre des peuples tirée du circuit Amos vous raconte son histoire. Et on vous revient tout de suite après l'écoute de cette scène. Nous interrompons votre programme pour nos annonces commerciales. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire totalement gratuitement à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur Noroto Nissan, qui saura vous trouver les véhicules appropriés. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de l'Abitibi, la ville de l'avenir longée par la majestueuse rivière Aricana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation aurifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de 3 projets miniers près de Lebel-sur-Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Imprimerie Aricana, les experts de l'impression et des objets promotionnels en région. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et Bao Média. Merci également au Cinéma Amos. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protect, au centre du camping d'Amos et la Sarre, PME Inter, Notaire Abitibi, Remorquage Belles-Îles, Raymond Chabot Grant Thornton, Canadian Tire d'Amos, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. De retour à votre programme principal. Kwai Amos, bienvenue à Wakwigweshi, ce qui veut dire là où on trouve du pain gris. Ben, miigwech, Franck. Hey, on aime ça recevoir de la visite. Sois le bienvenu. Ben, merci. Hey, je suis dans le coin ici parce que je cherche des histoires sur l'Abitibi. Ça veut dire, Amos, tu dois parler de nous autres? Ben, honnêtement, pas vraiment. Non, mais j'ai vraiment eu de la misère à trouver des livres qui parlaient des Indiens, puis encore moins qui en parlaient comme il faut. Moi, j'ai lu ben des récits de missionnaires, mais c'est pas vraiment représentatif. Mais tu sais, l'histoire est toujours écrite par les conquérants. Fait que... Ouais, ça, c'est vrai, Amos. La présence millénaire des Autochtones sur le territoire a pratiquement été effacée des récits historiques. Ben, s'ils en parlaient, ben, c'était bien insignifiant comme commentaire. Ou encore, ben, pour les mauvaises raisons. On est resté silencieux un petit peu trop longtemps. On va la prendre, notre place. Dans la grande histoire,
et ça commence bien avant la colonisation. Nous sommes les Anishinaabeg. Ah, t'as peu, Frank. Là, je t'avoue que j'étais un petit peu perdu dans les noms. Là, j'entends Indiens, Autochtones, Premières Nations, Algonquins, Anishinaabe, Abitibi-Winnik. Je sais plus là, comment vous appelez. Mon peuple, les Abitibi-Winnik, fréquentent la pointe du lac Abitibi, là où les eaux se divisent. C'est de là que vient notre nom Abitibi qui a été transformé en Abitibi. Oh, OK. Il y a très longtemps, dépendant où ils vivaient sur le territoire, les clans y portaient différents noms. Vous entendez le mot Anishinaabeg. Anishinaabeg, ça, c'est parce qu'on est des hommes. Et par ici, vous entendez souvent le mot Abitibi-Winnik. Ça, c'est notre grande famille à nous autres. C'est parce qu'on se retrouve tous au bord du lac Abitibi durant l'été. Ah, bien là, ça va finir par rentrer, Betty. Toute la région est habitée depuis des générations par différents clans familiaux. Pour nous, le territoire est très important. C'est ça qui nous définit. Une famille occupe un territoire de chasse durant l'hiver. Son leader veille à la survie de la famille. À l'époque, les compagnies de fourrure avaient besoin de nous et de nos connaissances du territoire pour développer leur commerce. Ces marchands ont eu une grande influence sur notre mode de vie. On ne trappait plus seulement pour survivre, mais on trappait aussi pour faire de l'argent et du troc. On peut aller au comptoir acheter du Chiwtagan, du Suzibakwat, du Médé. Le break avec donne. Ou encore aussi du matériel de chasse, des outils, du tissu. En fait, tout ce qu'on ne trouve pas dans le bois. C'est pratique quand même, ça facilite la vie un peu. On connaît plusieurs familles qui se sont installées proches des postes de traite. Peut-être pour avoir accès aux marchandises en premier, là, on ne sait pas. Les relations entre nos communautés et les Blancs sont surtout avec les marchands, qui sont peu nombreux. Ces gars-là, c'est des gars de compagnie qui s'aventuraient ici, et en plus, ils se faisaient une féroce compétition pour nos fourrures. Mais nous, pas plus fous qu'un autre, on vendait aux plus offrants. Ah, ben là, je t'en connais bien là, mon Frank, hein? Mon père, il a son lot de travail dans le portefeuille. J'espère bien. Mais quand la Confédération canadienne a été constituée, bien, ça a été une autre histoire. Hey, là, ça devait être bizarre pour vous autres, là. Tout à coup, faire partie d'un pays puis d'une province bien délimitée par des frontières. Mais rappelez-vous, là, gens de la ville et gens de la campagne, que c'est conditionnel au passage du transcontinental par l'Abitibi que le Québec se joint au nouveau pays qu'est le Canada. Pour pouvoir construire le chemin de fer, le gouvernement signe avec les Anishinaabe 13 traités. 13 traités pour traverser tout le Canada. Et pour pouvoir exploiter bien comme il faut les ressources du territoire, le gouvernement écrit l'Acte des sauvages, qui deviendra plus tard la loi sur les Indiens. Le but ultime de tous ces documents-là, c'est peut-être de nous faire disparaître, de nous éteindre, qu'on soit plus dans le territoire puis qu'on n'empêche pas le Canada. J'étais là, moi, aux négociations il y a quelques étés. Une gang de commissaires, de représentants de robes noires ont débarqué à la Pointe aux Indiens. Ben, parlant de robe noire, voici Monsieur le curé. Ils sont venus pour nous faire signer un traité. Louis McDougall était notre représentant. Il y avait déjà longtemps que les missionnaires et les missions catholiques se rendaient au poste de traite du lac Abitibi pour convertir les sauvages au christianisme. On profite de leur rassemblement estival pour célébrer les baptêmes et les mariages catholiques. Les représentants du gouvernement canadien et de l'Église nous ont proposé un traité. Le traité numéro 9 stipule que le gouvernement fédéral est responsable des Indiens et s'engage à réserver des terrains pour faire des réserves, des pensionnats, de la nourriture et une généreuse rente annuelle de 4 $ par tête de pipe. 4 piastres! Wow! Puis en échange... Les Indiens cèdent et abandonnent à perpétuité toutes leurs terres au gouvernement du Canada pour Sa Majesté le Roi et ses successeurs. Oui, mais là, Frank, là, si vous saviez pas lire, là, comment est-ce que vous avez pu signer un contrat d'une telle importance? On nous disait tout simplement de faire une croix ou bien un X sur le bout de papier. Oh. Tous les Indiens étaient enchantés du traité. Ils le désiraient depuis longtemps et ils se sentaient heureux de pouvoir enfin compter sur les lois du pays. Par contre, je dois l'avouer, il y a un petit pépin géopolitique. Lors de la création du Canada, il y a eu l'établissement d'une frontière entre le Québec et l'Ontario divisant administrativement les Algonquins du lac Abitibi. Ils ont tracé une ligne en plein milieu du territoire. Les Abitibi-Uniques ont été coupés en deux. Aussi, les Indiens sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Puis le Québec, bien, il s'occupe des ressources naturelles puis du territoire, là. Non, mais c'est bien compliqué, tout ça. En plus de ça, mais ils sont revenus avec de belles promesses, en nous promettant aussi une communauté grande
comme Amos. Ce sont nos frères ontariens qui ont signé. Les Abitibi-Uniques du Québec n'ont jamais signé ce traité-là. On est d'ailleurs la seule communauté qui a refusé de signer. Puis, comme on peut voir, ils l'ont fait pareil, le chemin de fer. Ouais, ça, c'était rien pour s'allumer un calumet de paix, monsieur le curé. Ce sont des pécadilles politiques, Amos. Trop complexes pour ton âge et pour eux. Ça se réglera plus tard. L'important, c'est de pouvoir faire avancer la colonie et de pouvoir exploiter les ressources. Entre nous, il faut se débarrasser de l'indianité. Il faut les sortir de la forêt pour les éduquer et leur montrer à bien vivre, comme des Blancs. Des vrais Canadiens. Les représentants et les ecclésiastiques font un super boulot et vont réussir à faire signer toutes les communautés du pays. En tout cas, je sais pas trop si c'est de la persévérance ou de l'acharnement, là. Monsieur le curé, ils sont nomades, puis ils ont pas de vraie maison, puis ils disent que les animaux sont leurs frères, puis oui, ils croient aux esprits de la forêt, mais il me semble que c'est pas une raison pour... Il n'y a qu'un seul Dieu, mon garçon. Puis ils vont finir par comprendre. Je vous quitte. N'oubliez pas vos prières et gardez loin de vous la tentation. Sinon, l'enfer vous attend. Ouais, mais c'est fou comment on peut manipuler le monde avec la peur. Surtout celle de l'enfer. Ah, mais je pense à ça, Frank, là. Ça doit pas être ton vrai nom, ça, Frank. Tu dois t'appeler genre ours qui tousse en suçant son pouce. Mais non, Amos, c'est pas ça mon vrai nom. Mon nom, c'est Danse avec les loups. Eh oui, mais non, c'est les missionnaires qui ont choisi nos noms pour leur registre, là. Parce qu'ils n'étaient pas capables d'écrire ni de prononcer nos vrais noms. Donc, ils nous ont donné des noms en anglais puis en français pour remplir leurs papiers. Dans notre langue, là, il n'existe pas la lettre R. Nous aussi, il a fallu s'adapter. Fait que là, le nom de Mani, c'est devenu Marie. Le nom de Pienne, c'est devenu Pierre. Ah, et en tout cas, votre français s'est vraiment amélioré sans bon sens, là, parce qu'au début, on se comprenait pas trop. C'est pas la même chose de ton algonquin, hein? J'y travaille, Frank, j'y travaille. C'est vrai, Amos, c'est commode de parler le français ou l'anglais. Surtout quand il arrive le temps de trouver du travail pour la construction du chemin de fer, sur les chantiers, la prospection, avec les Wemitigouji. Avec les quoi? Wemitigouji, ça veut dire les abatteurs d'arbres. C'est comme ça qu'on vous appelle. Les abatteurs d'arbres? Ouais, mais là, on fait ça juste pour construire nos maisons. Ah, puis là, mais est-ce que vous êtes bien installés? Si vous avez besoin de quelque chose, les Paulsen sont là. Et puis les McDougall sont là au bord de la rivière. Là. Non, merci bien, Frank. Là, on s'organise comme on peut, puis on fait pas pitié pantoute. Hein. Mais non. Au début, les Wemitigouji ne connaissaient pas bien la rigueur du froid. Dans la misère dans laquelle ils sont arrivés ici, mais ça faisait pitié. Là. Il a fallu qu'on leur donne des fourrures pour faire des couvertures et des vêtements. T'es bon, quelqu'un donne. Ouais, Niki Omar. Quand j'ai gabé, je vois mes petits goûts, t'as du guide de mag. Ah, excusez, c'est parce que faut que je le dise en français, hein. C'est pas sous-titré, ça, cette affaire-là, hein. Non, c'est ça. À leur arrivée, la plupart des Blancs, ils savent pas chasser ni trapper. Il y avait juste une hache puis une scie. Puis ils faisaient bien pitié avec le petit soulier de ville, là, eux autres, là. Faut pitié les enfants de rester enfermés tout l'hiver dans la maison et toujours rester à la même place. Et en plus, ils sont ignorants aussi. J'ai vu une famille l'autre jour là, brûler leur piano pour se réchauffer, alors qu'ils sont entourés de bois. Ils font pitié un peu, les Wemitigouji. Bon, j'y allais, moi. Faut que j'aille voir Mme Turcotte pour qu'elle me raconte son arrivée. Hey, c'est pas rien, ça. Arriver en canot du Témiscamingue pour s'établir ici comme première famille. Première famille? L'histoire de l'Abitibi, là, ça commence pas juste avec l'arrivée des Blancs, là. C'est comme si on disait qu'on n'en avait pas d'histoire. Oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Ça va finir par me rentrer dans la caboche. Bon, salut Frank, salut Betty. Hey, salut David. Oui. Vous aimez le podcast d'Amos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques d'Amos Arikana, le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne, et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de Forge de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. paypal.me/raccourci.
Ben, justement, cette scène-là, elle se passe en 1908? Oui, alors moi, je l'ai situé justement dans les tout débuts. Donc, quand on a vraiment là, monsieur le curé là, qui essaie un petit peu de convertir les derniers récalcitrants qui ne veulent pas marcher droit dans l'église. Et puis, j'ai mis en scène justement la famille qui s'abiche. Frank, qui est devenu le chef et qui est avec sa sœur, Betty, et avec aussi le fils de Frank, qui est David. Alors, je veux juste souligner le nom des comédiens. Donc, Mélanie Kistabiche, Malik Kistabiche, Yuri Kistabiche. Ben oui, tu as toute la même famille. Puis ça vient tout d'Édouard, mon invité qui est en face. Benoît Saint-Pierre qui a fait le curé. Je veux dire que moi, là, ça faisait longtemps que j'avais le rêve d'avoir justement une scène avec les Anishinabés pour montrer justement, puis réécrire l'histoire d'Amos, parce qu'elle commence justement pas avec le premier train. Et c'était tout un défi que de me trouver des comédiens, des acteurs, des interprètes pour ça. Puis le premier que j'ai réussi à avoir, c'était Yuri. Yuri, je le voyais à l'école avec mon fils, puis il m'avait supplié. Il voulait faire le spectacle, puis j'avais fait oh! Fait que là, j'ai fait, c'est sûr, Yuri. Et là, je me suis dit, ben, je vais pouvoir avoir Malik. Mais son papa, il est très, très, très occupé, très impliqué. Fait que, en bonne ratoureuse que je suis, j'ai utilisé son fils pour faire une pression. J'ai dit, si tu veux voir ton fils, Malik, cet été, viens faire le spectacle. Et Malik est venu, puis avec Mélanie, et Chantal est venue. Un cousin, Édouard est venu figurer, parce qu'on a comme recréé un petit campement. Puis on voulait montrer que tu pouvais pas en trouver juste un Anishinaabe. Ils sont en famille, sont en gang. Fait que ça, je suis vraiment contente de ça. Tu as participé, toi, Édouard, comme collaborateur. C'était toi qui étais mandaté pour installer le campement sur le bord de la Ricana. Oui. Puis je pense que finalement, ça ne s'est pas arrêté à ça. Tu es venu nous voir, je pense, à chacune des représentations. Même qu'à un moment donné, Mélanie ou Chantal a dit à Véro, mais là, il faut que tu trouves un costume à Édouard là, parce qu'il est tout le temps là. C'est Mélanie, elle me dit, habille mon père. Elle dit, il est tout le temps autour, mais elle dit, il n'est pas habillé d'époque. Il est habillé en 2000 quelque. Fait que finalement, j'ai dit, bon, on va y préparer un petit kit. Et puis là, tu étais donc dans le campement avec les comédiens, puis c'était bien le fun. Oui, vas-y. La première fois, quand ils l'ont demandé si je voulais monter la tente, j'ai dit, à quoi ça va servir? Mm-hmm. Sur le coup, ça me disait rien, là. C'est juste qu'en écoutant l'histoire puis tout, là, que... Puis qu'est-ce que ça te fait de voir cette histoire-là recréée sous tes yeux? Parce que c'est ton grand-père et ton père qui sont personnifiés. Oui. Puis il y a des propos quand même qui sont assez durs, vrais, mais durs à entendre parfois. Donc, qu'est-ce que ça te fait de voir ça, cette scène-là? Bien, j'étais content de faire revivre l'histoire, comment ça s'est passé quand les Blancs sont arrivés, puis tout, là, la façon que les gens vivaient, puis la misère qu'ils ont eue. Nous autres aussi, on avait eu certaines difficultés d'assimilisation, puis tout ça, là, ça... Moi, à l'époque, comme on dit, j'ai tourné la page, quelque part. Mettons, l'époque de pensionnat, tout le monde y en parlait. À un moment donné, moi, j'ai tourné la page. J'étais allé en thérapie, puis tout ça, mais j'ai tourné la page du pensionnat. Et moi, je vais t'avouer personnellement que j'étais très contente de ne pas avoir à aborder ce très difficile sujet des pensionnats. Donc, moi, le circuit se passe avant. Donc, on est quand même dans une période qui est un petit peu plus heureuse. Et je me rappelle, Édouard, quand on commençait les premières lectures avec Malik, Mélanie, tout ça, Yuri, puis le comédien qui a fait le curé, mais il se sentait assez mal d'utiliser le mot sauvage, de les dénigrer. Écoute, enlever, il dit pas assimiler, mais il dit assimiler, puis enlever l'indianité, là. Fait qu'il joue un vrai méchant, mais qui représente un peu sa communauté à lui de l'époque. Oui. Mais c'est dur à jouer aujourd'hui, puis il y avait un malaise. Puis c'est le fun parce que Malik et Mélanie, c'est des gens qui ont un grand sens de l'humour et qui disaient non, c'était le même à l'époque. On va le jouer comme à l'époque.
On n'utilisait pas le mot Anishinaabe en 1900, donc... Ben oui, c'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas... Il faut pas jouer la victime tout le temps. Il faut arrêter de jouer la victime. On a vécu certaines choses, ça s'est passé comme ça, mais c'est juste de souhaiter que ça n'arrive plus. Ouais. Que ce soit pour nous autres, ou bien pour vous autres, ou bien les Noirs qui mangent la claque en temps ici, puis tout ça. Là, puis tout ce qui se passe au niveau de la province, aussi au niveau de la santé, services sociaux, au niveau personnes âgées. Quand j'ai regardé Anishinaabe, OK, moi, quand j'étais chef, quand on avait négocié pour Santé Canada pour les pharmaciens, moi, j'avais dit au gars, j'ai dit, on ne veut pas passer pour un deuxième citoyen, deuxième habitant. Là. On veut passer comme tout le monde. Là. On ne veut pas être le quatrième, cinquième. Là. Pas à part de pas ça. La santé, c'est un droit égal pour tous. Là. Ben oui. Puis pour pas que ça se reproduise, c'est important d'en parler, d'éduquer les gens un peu, tu sais. Ben oui, un peu plus. Il faut que toi, en tant qu'Anishinaabe, si tu comprennes le contexte, il ne faut pas que tu t'en veuilles tout le temps. Les gens ne sont pas responsables. Aujourd'hui, là, vous deux, vous n'êtes pas responsables de ce qui s'est passé. Exactement. Sauf que il y a des gens qui ne comprennent pas. Il s'est passé quelque chose, il y avait quelqu'un ici, OK? On le dira toujours. Il y a des Blancs qui ne l'acceptent pas. Qu'on était ici, qu'on était les premiers à demeurer ici. À un moment donné, je jasais avec l'ancien maire Brunet. Je dis, ils ont trouvé quelque chose aux États-Unis. Que vous n'êtes pas les premiers ici au Canada. Moi, j'ai dit à M. Brunet, j'ai dit, nous autres, on a été les premiers à rester. Il y a bien des gens qui ont passé, il y a bien des Vikings qui ont passé, il y a bien du monde qui ont passé. Ils n'ont pas resté. Nous autres, on a resté. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire des Premières Nations. C'est du monde qui ont resté sur place. Ils ne sont pas venus. OK, on vient d'ailleurs comme tout le monde. OK, mais on est resté ici. On a passé par en haut, comme tout le monde. Puis on a demeuré ici. Il y en a qui sont venus par la mer. Les nouveaux Européens, puis tout ça. Dans les bateaux. C'est ça que le monde comprenne. Oui. Mais tu as raison, Bruno. Quand on l'a fait, cette scène-là, moi, je m'amuse. On s'amuse à regarder les réactions du public. Puis la première fois que le mot « sauvage » il est dit, le monde se met raide sur leur banc. Ouais. Ça crée une petite onde. Puis ça brasse. Puis il y a des gens qui se sentent mal. Puis comme tu dis, Édouard, on n'était pas là dans ce temps-là. Mais on peut être conscientisé, puis c'est vraiment cette scène-là. Puis plus tard, on la revoit, la famille qui s'habille pendant la Grande Dépression, puis on voit que c'est encore moins drôle. Et c'est vraiment des scènes qui sont nouvellement dans le circuit, mais qui ont, comme on dit, ça pogne au bout. Le public sont contents d'avoir cette vision-là de l'histoire, cette version des Anishinaabe. Sont contents de se faire brasser le petit canadien en nous, puis de se dire... OK, on ne veut plus repasser par là. Et avec aucune communauté tout court, là. Mais ça brasse, c'est dur à entendre, mais ça plaît parce qu'on est rendu là, je pense, dans notre évolution, autant de votre part des Anishinaabe que des Québécois, de regarder le passé. Société, là. Comme société, puis de dire, là, maintenant, c'est quoi l'avenir, puis vers quel bord on marche ensemble. Mais c'est parce que la différence, la façon que je vois les choses, la différence quand on parle de territoire, nous autres, c'est pas écrit. OK? Vous autres, c'est tout écrit, c'est tout patenté, c'est tout archivé à quelque part. Mais nous autres, il y a 50 ans, là, c'était pas écrit. On commence juste à dire on est là. On reste là. On fait partie de l'histoire. Moi, je dis toujours, on était, je suis, je serai. Il aurait fallu que vous fassiez des traces dans le bois, là, comme nos belles frontières. Là. Puis là, dire ça, c'est tout à nous autres. C'est pas une belle ligne. C'est ça la philosophie. Oui. C'est pas non, je le sais. C'est le territoire que vous occupez. La terre ne m'appartient pas. J'appartiens à la terre. C'est ça. Vous avez
On n'a pas la même conception du tout du territoire. Du territoire ou bien de propriété. Et je dirais même que les Blancs, on a cette même façon-là de penser aussi aux êtres vivants, les animaux, les fleurs. Ça nous appartient, on s'en sert. Ils sont là pour nous, puis s'ils nous ne servent pas, on s'en débarrasse. Juste quand tu regardes la chasse, là, mettons, une chasse à l'orignal, vous autres, vous considérez ça comme un sport. Oui. La plupart du temps. Puis pour flasher, oui. 99,9%, vous le considérez comme sport, mais pas nous autres. C'est un mode de culture qu'on essaie de conserver. OK, on suit, c'est une chose de la province, puis on a nos quatre, puis tout ça. Puis on chasse pareil. Mais tu sais, dans le fond, là, v'là 100 ans, là, tout le monde naviguait en canot, puis tout le monde chassait pour la survie. Parce qu'on abattait un orignal ou n'importe quel être vivant, disons, animal, et c'était pour le consommer, là. Fait que, tu sais, nous, on n'a pas eu cette tradition-là de peut-être de côté sacré ou le côté traditionnel de la chasse, puis aller récupérer tous les éléments de l'animal. Mais j'avoue que vous autres, vous avez conservé, je pense, cette partie-là. Parce que c'est important de conserver certaines choses, même si tu vis dans la société moderne qu'on dit, là, tout ça, là, c'est important de garder le lien entre la nature, puis toi, puis ce qui vit. Oui, alors que nous, on a une petite mentalité plus de propriétaire, ou comme on disait tantôt, si on repart au début avec l'Angleterre qui est allée coloniser certains pays, puis qui a imposé leur mode de vie. On a encore, nous, cette conception-là. Et moi, j'aimerais ça savoir, Édouard. Je parlais que pour avoir Malik, pour avoir un comédien qui allait interpréter Franck Stabiche, je suis passée de façon ratoureuse par son fils. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir les gens. Ça reste encore, nous autres, pour aujourd'hui, très difficile de trouver des acteurs amateurs ou professionnels, des comédiens, parce qu'on dit, on veut faire des scènes de théâtre, on veut donner la parole aux Anishinaabe, on ne veut pas parler pour vous autres, et encore moins se déguiser. Mais c'est difficile de trouver des gens qui ont le goût de faire ça. Puis je me suis posé la question, et peut-être je me trompe, dans vos formes artistiques traditionnelles, il y a le chant, il y a la danse, il y a le conte. Il n'y a pas le théâtre, tu sais, costume, décor avec des textes comme nous, on a depuis les Grecs. Depuis longtemps, oui. Depuis très longtemps. Et je me suis dit, est-ce que c'est pour ça qu'on a de la misère à trouver des comédiens? C'est-tu parce que c'est pas culturellement attrayant pour vous autres? Parce que c'est vraiment, même à Val-d'Or, c'est une difficulté de trouver des gens qui veulent faire des spectacles. On se donne jamais vraiment en spectacle. OK? On vit. Ouais. Mais c'est pas dans nos mœurs de se mettre en vedette. En vedette, là. Okay? Est-ce que c'est même dans vos mœurs de prendre un costume puis de jouer à quelqu'un d'autre? Parce que c'est ça, le théâtre. Oui, mais je le sais. Ben non, je sais pas. OK, on danse. Moi, je danse. Mon fils danse. Oui. OK. Mélanie danse, puis tu vois, OK, ça fait partie de notre culture. Mais tu danses en tant que toi-même. En tant que moi-même, oui. Une communion à ce moment-là. Oui, oui. Parce que je vois la danse comme une sorte de... Un rituel. Un rituel avec la terre puis tout, là. OK? Puis la nature. Parce que nous autres, le monde du théâtre, c'est le monde du complètement fake, du mensonge. On essaie de faire semblant, mais on veut toucher vraiment le spectateur. Mais on a des artifices qui sont des décors ou des costumes ou des textes appris. Peut-être que ça va prendre encore du temps pour trouver des acteurs Anishinaabe de Pikougan, non? Oui. Mais il y a du théâtre sacré qui se fait autochtone. Oui. Puis c'est ça, j'ai l'impression que ça colle peut-être un peu plus avec la tradition. Oui. Mais oui, d'ailleurs, je veux saluer justement Roger Wall, qui est justement un acteur professionnel à Pikougan, qui est dans nos projets. Puis c'est comme ça, c'est ça qu'on dit. Mais t'es tout seul. Puis il dit, mais je sais, puis il dit, c'est le même problème dans les grandes villes. Il est allé jouer à Montréal. Puis il y a
pas beaucoup de troupes, Bruno. Combien il y a de troupes autochtones, disons? 23. Ben non, mais je veux dire, il n'y en a vraiment pas beaucoup, puis ils ont un problème. C'est toujours les mêmes acteurs. On se compte ses doigts des deux mains. Fait je connais Andinoc. Oui, mais il y a un besoin... Les productions du raccourci. Il y a un besoin de se former ou de donner le goût à la relève, de faire cette forme artistique-là, parce que c'est une prise de parole. Puis nous autres, on se dit, mais on veut que vous veniez dans nos spectacles. Fait que, j'ai comme fait un bel appel à tous. Si ça te tente de faire ta vedette ou de raconter l'histoire de ton peuple avec ta langue aussi, parce qu'on utilise l'Anishinaabe dans le spectacle, ben faites-nous signe parce que vous êtes bien cachés. Édouard? Quoi? Es-tu prête à jouer dans un de nos shows? Je sais pas. T'es bien occupé, t'as un agenda de premier ministre. Non, je suis à la retraite, puis j'aime ça profiter de mon temps, le temps qui me reste à aller dans le bois, profiter de la nature, puis tout. Là. Je viens voir mes enfants, OK, c'est correct, c'est beau, c'est le fun. Ils viennent souvent avec nous autres. Quand je vais à Picogan, c'est une autre affaire. Mm-hmm. Il y a toujours quelqu'un qui demande que, hey, Edouard, tu ferais-tu quelque chose? On a ci, on a ça. Mais t'es bien impliqué. J'ai été impliqué pas mal, puis des fois, j'ai de la misère à dire non. Ça, c'est mon défaut à moi, dire non. Je pense que ton implication, tu l'as léguée à tes enfants parce que les trois sont très impliqués dans beaucoup de choses, et je suis très contente, justement, qu'on a pu avoir la belle famille Kistabiche parce qu'on trouve ça, nous, Production du Raccourci, dans le spectacle d'Amos vous raconte, pendant des années, on n'avait pas la scène de la rencontre des peuples, on en parlait. Amos expliquait qu'il y avait du monde avant, mais on ne les voyait pas, on ne les entendait pas. Et pour notre public de visiteurs, de touristes, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient de voir et d'entendre, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'entendre votre langue non plus. Comment c'était arrivé de choisir la famille à Frank? Au début, c'est drôle que tu me demandes ça parce qu'au début, j'avais pas d'idée. Je savais que je voulais un personnage. J'avais pas. Puis c'était quelque chose que j'avais trouvé difficile en lisant tous ces beaux livres-là. Des fois, je voyais des belles histoires, mais c'est écrit un Indien, un gars. On sait pas c'est qui. T'sais. Moi, je voulais un nom, puis il est né à telle date. Puis j'avais de la misère, puis j'étais allée à Picogan pour savoir. Puis là, je disais, moi, j'ai trouvé des personnages, mettons, comme M. Autier. Ben là, on sait, il est dans les livres. Mais j'ai des personnages qui sont la femme d'eux, la petite voisine. Puis là, on s'est mis à leur inventer un petit peu une vie. Puis j'étais allée à Picogan voir quelques aînés, dire, est-ce qu'il y a quelqu'un à cette époque-là qui était un peu plus extraordinaire, qui mériterait d'avoir un genre de spotlight sur lui? Mais vous avez une humilité dans votre communauté. Il n'y a pas comme quelqu'un qui disait, bon... Il n'y avait pas de nom qui me sortait. Fait que je sortais de là, je me disais, bon, je sais de quoi je veux parler, mais c'est qui va le dire? Et quand j'ai finalement réussi à convaincre Malik d'embarquer, Malik, il m'a dit, moi, Véronique, je suis un Kistabiche. J'aimerais ça jouer un ancêtre Kistabiche. Je me verrais mal jouer un Moat ou un Boson, peu importe. Fait qu'il dit, j'aimerais ça. Fait que j'ai dit, OK. C'était qui était là? Qui dit, je vais aller voir mon père, puis ma mère, puis je vais aller voir. Puis il m'est arrivé avec le personnage de David, qui est devenu un futur chef, mais là, il était petit à l'époque. Donc, c'était parfait pour Yuri. Puis c'est ça, il nous a donc proposé directement son ancêtre. Puis, et c'est comme ça que naturel. Frank Kistabiche, David et Betty, et je me rappelle, Mélanie, elle disait, bien là, je suis sa sœur dans la vie. Je veux pas faire sa femme dans le spectacle, là. Fait qu'on a dit, est-ce que Franck avait une sœur? Fait que là, oui, Betty. C'est donc, il joue vraiment un frère et une sœur, puis on le spécifie au public. Fait que c'est super intéressant. Donc, et peut-être que si on change d'acteur, nous allons changer de famille, mais pour l'instant, on est très content d'avoir les Kistabiches dans le spectacle. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas dit? Parce que cette discussion-là, je pense que ça ne fait que commencer. L'échange. Je sais que les gens d'Amos ont une super belle relation avec les gens de Picogan et vice-versa. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous léguer en terminant, Édouard? Non, pas nécessairement. Je pense que c'est juste de continuer ce que vous aviez commencé, puis tout, ce qu'on a commencé
en gain. On a toujours vécu proche pareil, même s'il y a eu à certaines époques des mésententes, comme que je parlais à Bruno l'autre jour avec Monseigneur, le déplacement dans la communauté à 3-4 places. Fait que c'est des différents. Depuis une couple d'années, on s'entend bien, puis tout ça, puis il faut juste continuer à vivre côte à côte. Mais moi, quand on regarde, mettons, la signification du ceinture wampum, là, OK? C'est deux cultures qui avancent. Comme un chemin de fer qui se rencontrent pas, là. C'est des lignes parallèles. Des lignes parallèles. On est supposé d'être de même. Mais il y a des traverses qui servent d'échange. Moi, je vois ça de même. Ah ben c'est quand même bon, la métaphore avec le chemin de fer. Oui, c'est pas un hasard. C'est un peu pour ça qu'on s'est rencontrés. À cause du train. Kitchi Miigwech, Édouard Kistabiche, d'avoir donné de ton temps aujourd'hui. Miigwech Kadin Dekid, OK, Gabi de Mijier Gidje. Jibi de Badge Wan Bagier qui ken de Mangeni Noué, Nishnabe Madezun. Miigwech Bruno, Miigwech Véronique. Merci de ta présence. Et moi, j'invite les gens de Picogan à venir voir l'été prochain les Kistabiche en performance. C'est votre histoire. Ils le jouent très bien. C'est un très beau moment de spectacle. Merci beaucoup, Véronique Filion, d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui cette magnifique rencontre. Ça me fait plaisir, Bruno. Écoute, moi, là, je le dis, là, Édouard est en train de me contaminer. Je suis rendue calme et posée. Je suis pas du tout énervée comme en début d'émission. Merci. C'est pour ça que je te regardais sans rien dire. La maison à soir. Oui, mais à ta peu, je vais rencontrer d'autres blancs en chemin. Fait que ça risque de tout effacer ça. Alors, c'était Bruno Turcotte à l'animation du podcast Amos vous raconte son histoire. Merci beaucoup encore une fois aux comédiens qui ont participé à l'enregistrement des mises en lecture de la pièce de théâtre. Laissez vos commentaires, votre appréciation, vos likes. Abonnez-vous à nos podcasts. Partagez, aimez tout ça. Allez directement sur la page amosvraconte.com pour voir les autres épisodes. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent dans nos nombreux projets depuis plusieurs années, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, sans qui toute cette aventure n'existerait pas. On le fait pour vous. Alors soutenez-nous et partagez l'émission. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.